Cinérama, en direct du Festival de Cannes. Bonjour, journée numéro 5, toujours du soleil à Cannes, et nous sommes toujours dans le pavillon Unifrance qui a la gentillesse de nous accueillir pour cette émission et que nous remercions tendrement. Voilà, tendrement est le terme. Alors, au programme de cette émission, les deux films en compétition, c'est-à-dire Le Redoutable de Michel Hazanavicius et le Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, qui est le second d'ailleurs, on peut le dire aussi, film Netflix, donc qui ne sortira pas en salle. À côté de ça, vous allez avoir la joie et le plaisir de découvrir un comédien que l'on aime beaucoup, Swan Arlo, pour notre interview du jour. On fera un petit détour sur des documentaires autobiographiques qui, vous verrez, c'est assez passionnant. Et on finira par la minute désormais célèbre du délégué général du Festival de Cannes, à savoir qui déjà, comment il s'appelle ? Je crois que... c'est pas Thierry son prénom ? C'est Thierry. Thierry Frémaux. Voilà, c'est bien lui, parfait. Avec moi aujourd'hui Guillemette Odissino, comme hier d'ailleurs. Voilà. J'espère comme demain. Et on espère tous comme demain. Et Samuel Douer, bonjour. Bonjour Samuel. Pierre. Parfait, alors nous passons au Redoutable, je ne sais pas si le titre est bien choisi, on va expliquer pourquoi, de Michel Hazanavicius, avec donc Louis Garrel dans le rôle de Jean-Luc Godard, Stacy Martin dans le rôle de Anne Wiazemski, puisque le film, inspiré d'un roman d'Anne Wiazemski, est l'histoire de leur amour et de leur rupture. Alors après, il y a le génie incompris, le génie infantile, des lunettes qui se cassent sans cesse, celle de Jean-Luc Godard, le Festival de Cannes mai 68, la villa de Pierre Lazareff, l'Odyssée pour revenir. Nous allons voir ce que Guillemette, Samuel et moi en pensons, mais d'abord un extrait du film. Les vrais acteurs, moi je trouve ça con, je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Michel se présente Jean-Jacques, un camarade, puis Jean-Jacques se présente Michel Cournot, qui est critique, cinéaste, qui a réalisé un film qui s'appelle Les Gauloises Bleues, qui du reste est sélectionné à Cannes. Oui, bon, ça... Le Festival de Cannes. Oui, mais... Oh, c'est ridicule. Hein? Qui s'intéresse à Cannes, là, c'est... Faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, avec tout ce qui se passe en ce moment. Oh, ça, c'est comique, ça. C'est vrai que c'est pas faux, hein. Oui, bon, bah ça va, on va pas non plus rigoler toute la journée. Dans le premier extrait, je trouve Louis Garrel très mauvais, dans le deuxième, plutôt pas mal. Je me garderai pour la fin mon opinion, je me réserve le droit de dire ce que je pense du film, mais je commence par vous laisser aller libre cours à votre enthousiasme. Allez, Guillemette. Eh bien, justement, puisque je suis en train de tenter désespérément d'écrire mon enthousiasme, je te rends le plus rapidement possible la critique. Mais... Ah bah merci de le dire. Voilà, mais Samuel et moi, on est très voilà, contents de l'apprendre. Publiquement, ça va arriver. Ça va arriver, c'est gentil, c'est bien. Mais tu parlais dans ton intro brillante, tu parlais du titre, Le Redoutable. Pourquoi Le Redoutable? Oui. Alors, on va pas expliquer, enfin rapidement. C'est juste, c'est dans le film, et enfin dans la vie de Godard, c'est une allusion à un sous-marin de l'époque. Ainsi va le Redoutable. Bien. Mais moi, ce que je trouve vraiment piquant et qui dit parfaitement l'identité du film, c'est que Le Redoutable, ça pourrait être Le Magnifique, ça pourrait être Le Guignolo, pratiquement. Ça pourrait être en fait un titre de comédie avec Jean-Paul Belmondo. Et en fait, tout est dit. C'est-à-dire que d'abord, je ne sais pas où tu veux en venir. Tout est dit du fait d'abord que, évidemment, ce n'est pas un hommage, mais ça, on l'avait compris parce que tout le monde crie déjà un peu à la trop grande satire, à l'irrespect, au pastiche. Mais c'est pas vraiment un pastiche non plus, c'est vraiment une comédie. Et en fait, c'est une comédie sentimentale et politique. Puisque ça se situe dans les années Mao, enfin l'année et demie Mao de Godard. Non, c'est 68-69. Pardon, ouais. Je pensais que les années... les années et ces années d'errance politique, mais où vraiment il veut devenir pratiquement plus un citoyen et un artiste engagé qu'un cinéaste. Ce qui fait que ça l'éloigne d'une certaine mesure du cinéma et surtout ça l'éloigne en fait de la chose la plus belle et révolutionnaire qui soit à ses côtés, c'est-à-dire son épouse
qui va commencer en échange à moins l'admirer et même à éprouver pour lui un petit mépris. Oui. Oh. Eh oui, Allusion à quoi? Allusion à quoi? Les cinéphiles. Je signale d'ailleurs toujours ce que je dis à chaque fois, c'est que Le Mépris, qui est maintenant considéré comme le meilleur film de Jean-Luc Godard, à l'époque de la sortie, a été considéré comme un navet épouvantable. En tout cas, une compromission, parce que Godard tournait avec Brigitte Bardot et avec, comme producteur, Carlo Ponti. Fin de la parenthèse, on en revient à Redoutable. Samuel. Alors, sur l'histoire du mépris, le problème, c'est que le personnage d'Anne Wiazemski est totalement sacrifié dans le film. C'est un peu le problème parce que dans le livre, c'est elle qui l'avait écrit, donc forcément elle était assez présente. Et là, Stacy Martin est absolument charmante, mais elle est totalement lisse et le personnage est vraiment à la limite du potiche, quoi. Ce qui est quand même un petit peu dommage pour raconter une histoire d'amour, quoi. Après, Louis Garrel, moi j'avais eu très peur en voyant les extraits qui avaient été présentés en avant-première du film. Et en fait, les extraits n'ont pas été très bien choisis pour faire la promo parce que c'est beaucoup plus subtil que ça quand même, sa composition. C'est-à-dire qu'il joue à la fois Godard, on va dire, sincère, et il joue aussi Godard jouant déjà un personnage médiatique, quoi. Et ça, je trouve que Louis Garrel alterne les différents registres avec pas mal de subtilité, et il confirme qu'il est quand même aussi vraiment un bon acteur comique. Il a un vrai tempo. Oui, c'est vrai. Mais alors, juste un truc avant de passer à un autre film, c'est est-ce que vous pourriez me dire quand même à quoi ça sert? C'est-à-dire que je ne dis pas qu'un film a une mission à accomplir, mais enfin là c'est une critique de Godard, oui pourquoi pas, une satire de mai 68, mais non pourquoi pas, oui mais alors qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai un peu l'impression de voir un truc assez charmant, on s'ennuie pas, c'est plutôt rigolo, la scène du retour du Festival de Cannes où ils ont tous passé 15 jours chez Pierre Lazarev dans une villa superbe alors qu'ils avaient arrêté le festival. C'est un plan séquence dans une voiture, 6 personnages en quête de réconciliation ou de dispute sur est-ce que le cinéma est politique ou pas politique, dans un plan séquence, mais drôlissime. Drôlissime, c'est vrai. And so what? À quoi ça rime quand même ce film? C'est vrai que c'est assez plaisant, mais bon, il y a Hazanavicius est très doué pour faire le pastiche, on l'a vu dans ses OSS 117, donc là il fait à la manière de Godard, c'est plutôt bien fichu, c'est marrant, il joue un peu sur les paradoxes volontaires de Godard et ça marche. Après oui, je suis un peu comme toi, c'est un petit peu vain à l'arrivée et j'ai un peu de mal aussi moi avec qu'on se moque de Godard, pourquoi pas, c'est une époque où il a dit beaucoup d'âneries, il faut dire qu'il s'est un petit peu fourvoyé en matière de cinéma. Mais en même temps, moi je pense que c'est grâce à cette période aussi qu'après, il a pu redevenir un très grand cinéaste en faisant des très beaux films après. Et ça, c'est pas dit dans le film, je trouve ça un petit peu dommage. Ça donne une vision un peu réductrice du personnage. Un mot. Eh bien, cette délicieuse variation, qui est quand même aussi un film sur la mélancolie amoureuse, et un très joli film sur la rupture, que ce soit Godard ou qui que ce soit, je pense que ça va donner en fait de la gourmandise sur le cinéma de Godard à des gens qui peut-être ne connaissent pas son cinéma. Je pense qu'en fait, le geste noble d'Hazanavicius, c'est que là, il rend Godard fragile, peut-être un peu ridicule de temps en temps, mais du coup, populaire. Eh ben ça m'étonnerait. Mais enfin, bon, on en reparlera un tout petit peu plus tard. On passe au film suivant. Alors, de Meyerowitz Stories, c'est Noah Baumbach qui avait fait déjà des films qu'on aime bien. Les Bergman se séparent, c'est ça qui était bien. Frances Ha qui avait été surcoté, mais bien. Greenberg, enfin plein de films comme ça. Et un grand film qui était resté inédit en salle, et on n'a jamais compris pourquoi, qui s'appelait Margot va au mariage, avec Nicole Kidman, qui était déjà un film sur la cellule familiale un peu explosive. Alors là, dans le film, nous avons le patriarche, Dustin Hoffman, les deux demi-fils, en quelque sorte, qui sont Ben Stiller et Adam Sandler, la demi-sœur qui est Elizabeth Marvel, il y a la nouvelle compagne du patriarche, Emma Thompson, et la petite fille, Grace Von Patten. Et donc c'est un film familial qu'on a un peu vu beaucoup selon moi, mais là aussi je me réserve pour la fin de dire ce que j'en pense, bis, et je vous laisse la parole, Samuel.
C'est du Noah Baumbach très classique, c'est-à-dire que voilà, on a un peu l'impression de voir un film de Woody Allen en fait pendant les 3/4 du film. Donc c'est plutôt plaisant, c'est bien écrit, des personnages moi que j'ai trouvé très attachants. Après la mise en scène ne suit pas toujours. On sent vraiment l'idée de faire imiter un peu Woody Allen dans les déplacements de personnages, dans le cadre en permanence. C'est moins gracieux, moins réussi, on va dire, que ce que fait Woody Allen. Mais moi je suis sorti du film vraiment très séduit par les personnages, le récit, et voilà, cette drôle de famille dysfonctionnelle qui est quand même assez attachante. Ah, et moi je suis mais dingue, red dingue de Dustin Hoffman. Là pour le coup, je pense que Woody Allen pourrait être jaloux de la performance de Dustin Hoffman dans ce film, donc en père, artiste qui n'a pas été reconnu comme il le voulait, donc un peu amer, un peu humiliant avec ses enfants, mais tout en leur demandant une tendresse folle, ne se rendant pas du tout compte à quel point il a pu être un castrateur. Enfin, un personnage vraiment, alors pour le coup, lui, mais superbement écrit et incarné, mais chaque fois que là, Noah Baumbach lui offre l'occasion d'un très grand rôle. Et autour de lui, quand même, tous ces courants familiaux, avec juste ce qu'il faut d'amertume et tout. L'émotion n'arrive pas toujours là où on l'attend. Non, c'est vrai. Le burlesque surgit soudainement à un moment où on pense que ça va plutôt être une scène tire-larme. Donc c'est quand même un film surprenant dans son écriture constamment. Alors même si la figure de la famille dysfonctionnelle, les frères jaloux, les sœurs délaissées, etc., on a vu ça 1000 fois, je trouve qu'il réinvente constamment, par petites surprises, ce motif. Et c'est quand même, c'est touchant, c'est mélancolique. Moi, ça m'a quand même... On en sort en se disant bon, et puis ça vous accompagne, là, et toute la famille vous suit là sur le trottoir. Et non, moi, je trouve ça vraiment... personne ne t'a suivi, Pierre. Moi, Emma Thompson, elle ne me suit pas parce qu'elle m'a un peu énervé dans le film. Elle a son personnage est un peu... Non, mais je comprends très bien ce que tu dis et je veux bien le partager. Il y a juste un petit problème de mise en scène. C'est-à-dire qu'il me semble que quand il avait fait un film que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui s'appelle While We Are Young, Noah Baumbach imitait Woody, enfin était dans la mouvance de Woody, mais arrivait à trouver une petite note personnelle. Et dans ce film-là, pour moi, c'est quand même du sous-Woody. C'est là où on s'aperçoit que les gens nous critiquent à Télérama parce qu'on soutient beaucoup Woody régulièrement. Bah oui, voilà, quand on voit ce film, en fait, on le verra pas dans les salles, on n'en revient pas puisqu'il faudra le louer l'acheter à Netflix. Mais on voit à quel point quand même Woody, les personnages, même les clichés chez Woody, il s'arrange pour ne pas les rendre aussi clichetonneux que ça. Là, quand même, le sculpteur qui n'a pas tout à fait sculpté, le fils, oui, et les deux frères qui s'adorent, mais qui tapent dessus et qui se roulent par terre. Et oui, mais tu vois, voilà, au bout d'un certain temps, moi je n'ai vu plutôt que les clichés que la tendresse. Il y a une idée très belle dans ce film et que je crois n'avoir jamais vu à ce point dans un film. Ça me revient maintenant, pardon. C'est quand vos parents sont hospitalisés et que vous n'avez jamais affaire au même médecin, à la même infirmière, que c'est un bordel noir, que vous êtes complètement étreint d'inquiétude. Et Noah Baumbach trouve une solution extraordinaire. Il fait en sorte que tous les frères et sœurs notent constamment tout ce que le médecin, la dame du couloir et tout dit pour... Et ça, c'est une très jolie idée sur l'inquiétude de l'hospitalisation de ses parents. Je te l'accorde, tu marques un point et c'est toi qui remporte le jeu, le set et presque le match. En tout cas, voilà. Parfait. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'interview du jour. Une interview de Swan Arlo, qui est un comédien qu'on aime beaucoup, qu'on découvre de film en film. Il n'est pas encore hyper connu, mais vous allez voir là dans le film présenté à la Semaine de la Critique qui s'appelle Petit Paysan, et ben vraiment il crève l'écran. Pierre, le personnage du film, il a repris la ferme de ses parents. Donc c'est un jeune agriculteur qui a donc une exploitation de vaches laitières. Voilà, et puis il y a une maladie, un peu comme la grippe aviaire chez les canins ou la vache folle. Voilà, il y a une nouvelle maladie. Et donc le principe de précaution, c'est s'il y a un bovin malade, on abat le troupeau. Et donc lui, il commence à avoir des doutes sur une de ses vaches. Et plutôt que de prendre le risque d'abattre le troupeau, de faire abattre le troupeau, il va décider de dissimuler cette vache et voilà, il va entrer dans un engrenage en fait
pour sauver son troupeau. Donc ça devient une forme de thriller psychologique. Je suis dans la cour là, je te vois pas. Bon, et quoi? Tu veux quoi? Je veux dire que ton père dit qu'il manque une vache dans le parc. Alors du coup on est allé vérifier toutes les clôtures, mais on n'a rien trouvé, elles sont impeccables. Mais évidemment, elles sont impeccables, mes clôtures, là, tu me prends pour qui? Bon, maman, il manque pas de vache, rentre chez toi. Mais t'es où là? Pourquoi tu veux pas me dire? Et c'est quoi là, toutes ces questions là? Je te demande où t'es, moi, toutes les 5 minutes là? Bah, je te l'ai dit, je suis dans ta cour. On tourne dans la ferme des parents du réalisateur, qui est plus en activité. On a donc remis en activité, on a fait venir les vaches qui jouent dans le film. C'était vraiment une formation, j'étais pris en stage chez les cousins qui m'ont formé. On a fait la traite 2 fois par jour. On faisait les poules, on allait nourrir les veaux. 2 semaines à s'habituer les uns aux autres dans le décor. Et en fait, quand la caméra est arrivée, c'est comme si les journées continuaient, quoi. Il y a 2 traites par jour, c'est comme ça, c'est tous les jours, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année. Puis à un moment, il y a une caméra qui est arrivée, et puis une perche. Puis à un moment, il y a encore d'autres gens qui sont arrivés, mais nous, on continuait à s'occuper de la ferme. Après la Belgique et les Pays-Bas, c'est désormais en France que de nouveaux cas sont apparus, et notamment en Charente. Une évolution rapide qui fait peur à Bruxelles et à l'Europe entière. Les instances de l'UE ont donc décidé de frapper fort. Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, d'avoir dans un film qui est plutôt un drame, d'avoir des bulles d'air comme ça, de respiration, d'un peu d'humour, c'est aussi surtout l'univers d'Hubert, du réalisateur, qui avait déjà dans ses courts-métrages. Et on n'est pas purement dans le réalisme. Donc c'est ça aussi qui en fait un vrai film de fiction. C'est-à-dire qu'il y a un ton un peu décalé, on frôle un peu les genres, et en même temps il y a des touches d'humour comme ça qui permettent de prendre un petit souffle d'air. Hitchcock comparait les acteurs au bétail. Peut-être qu'un acteur est plus difficile à remettre en place qu'une vache. Alors j'ai oublié de préciser que le réalisateur du film dont vient de nous parler Swan Arlo c'est un premier film et il s'appelle Hubert Charuel. Bravo. Alors, maintenant nous passons, Sam, à une sorte, comment pourrait-on dire ça, des documentaires autobiographiques. Oui. Il se trouve qu'il y en a 2. Il y en a 2 présentés aujourd'hui en sélection officielle, en séance spéciale. Et ces 2 documentaires autobiographiques vraiment inattendus. Alors le premier est signé par Claude Lanzmann, donc le réalisateur de Shoah. Donc voilà. Oh, et alors pour la première fois, il ne fait pas un film sur l'extermination des Juifs ou sur Israël, qui était vraiment le fil conducteur de toute son œuvre. Là, en fait, il parle de la Corée du Nord et d'un voyage qu'il a fait en 1958 en Corée du Nord. Et il y retourne, je crois que c'est en début d'année. Et en fait, ça démarre comme un reportage sur la Corée du Nord aujourd'hui, très contrôlé évidemment. Et puis, grande surprise à mi-parcours, Claude Lanzmann va nous raconter une histoire d'amour qu'il a vécue en Corée du Nord en 1958. Enfin, vraiment un coup de foudre. Pour une infirmière nord-coréenne qui venait tous les jours lui faire une piqûre dans les fesses. Et à la fin de la semaine, ils ont échangé un baiser fougueux. Il a tenté d'échapper à la police qui était toujours avec lui. Et voilà, il raconte ça pendant 3/4 d'heure. Et c'est passionnant parce que j'allais poser la question. Ah non, c'est filmé en plan fixe en plus, mais c'est vraiment passionnant parce que visiblement, il se souvient des détails avec une précision incroyable. Enfin, ça a marqué, quoi. Ça l'a bouleversé, cette histoire. Non, mais j'ai l'air de rigoler. Mais c'est-à-dire que moi si j'atteins l'âge de Claude Lanzmann aujourd'hui, moi, je voudrais pouvoir raconter avec autant de détails et être autant ému par un souvenir de jeunesse, quoi. Et donc c'est vrai que c'est très très émouvant de voir ce vieux monsieur effectivement revivre, rajeunir devant nos yeux en se souvenant de cette histoire quand même complètement folle, quoi. Donc voilà, on passe. Alors dans un tout autre registre, beaucoup plus grave, on va dire, et plus jeune, donc c'est Éric Caravaca, l'acteur Éric Caravaca, qu'on a pu voir dans le très beau film de Philippe Garrel, à la quinzaine des réalisateurs. Donc là, c'est seulement son 2e film en tant que réalisateur. Il avait fait une fiction il y a une dizaine d'années, Le Passager, qui était une histoire de fratrie très douloureuse, on va dire. Et on comprend un peu mieux pourquoi ce sujet-là le tourmente à la vue de ce documentaire autobiographique. Donc en fait, il nous parle de sa grande sœur qu'il n'a jamais connue, qui est morte quand elle avait 3 ans. Lui n'était pas encore né.
Et donc on apprend que toutes les photos de sa grande sœur ont été brûlées par ses parents. Il n'y a aucune photo. Et donc le film, c'est un peu son image manquante. C'est-à-dire qu'il va essayer de retrouver l'image de sa sœur, essayer de comprendre pourquoi ses parents ont essayé d'effacer toute trace de cette petite fille, quoi. Et donc, alors je ne vais pas révéler ce qu'on découvre, mais c'est vraiment bouleversant. Et on arrive vraiment à une exploration des névroses familiales et donc de la tragédie de la répétition des névroses familiales de génération en génération. Et donc c'est un film vraiment très dur, très éprouvant, parce que pendant sa quête, le père de Eric Caravaca est tombé malade et il fait quelque chose, il brise un tabou, il va filmer son père sur son lit de mort, quoi. Et ça participe, on va dire, de cette espèce de thérapie familiale. Et il n'y a rien de voyeuriste là-dedans. Mais c'est vraiment un film qui m'a vraiment bouleversé et j'étais pas le seul à être sorti de la projection assez secoué. Et le film s'appelle ? Le film s'appelle Carré 35, du nom du carré du cimetière où est enterrée sa grande sœur. Parfait. Alors nous voilà maintenant, on passe du coq à l'âne, si j'ose dire, mais aucune allusion là, avec Thierry Frémaux, notre délégué général du Festival de Cannes Chéri, qui nous raconte aujourd'hui qu'est-ce qu'un bon jury. Je me souviens de plein de bons jurys, et presque, à l'exception de l'année 2003, qui fut un jury un peu spécial, je me souviens quasiment que de bons jurys. Et puis après, il y a le palmarès. Et là, on voit de très bons jurys, très bons sur le papier, très bons sur le déroulement, qui livrent un palmarès étonnant. Étonnant, je ne veux pas dire décevant, puisqu'il faut accepter le principe qu'un palmarès n'est que le résultat de la réflexion d'un groupe de 9 personnes. Et le jury de l'an dernier, qui était un très très beau jury autour d'un homme remarquable qui est Georges Miller, qui s'est formidablement bien comporté, a fait un palmarès dont on peut dire qu'il a été commenté. Et eux-mêmes me disaient, le dernier jour, alors notre palmarès, quand tu le trouves, je dis bien, mais je ne commande jamais les palmarès. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas, un palmarès parfait. Oui, mais quand même, peut-être qu'on peut imaginer que vous auriez pu attribuer un prix à Tony Erdmann, qui fut le film choyé par la presse, par les festivaliers. Quoi? Tony Erdmann? Et ça leur était pas apparu comme une évidence. Décidément, on a oublié aussi de vous dire que le film de Claude Lanzmann, dont Samuel vous a parlé, s'appelle Napalm. Voilà une bonne chose de faite. Alors, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain et vous aurez au programme le film très attendu de Michael Haneke, 2 fois palmé déjà. Sans doute espère-t-il une 3e palme, on verra. Et le film s'appelle Happy End. Un programme, et aussi le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui avait été primé à Cannes pour un film qui s'appelle The Lobster et qui nous revient avec un titre très joli qui s'appelle The Killing of the Sacred Deer. Et bien voilà, donc à demain, merci et merci Samuel et merci Guillemette, bien entendu. Et à demain. À demain. Ciao. Cinérama.